Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. La patrouille malienne qui a été attaquée lundi était à Tambakor, dans la région de Gao, alors qu'elle participait à une opération conjointe avec le Niger contre des militants opérant près de la frontière. Cette attaque constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit que la position a bien évolué. Ah, merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également, qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. Depuis leur apparition dans le nord du Mali en 2012, les violences djihadistes se sont propagées vers le centre du pays, au Burkina et au Niger voisin, malgré la présence des forces françaises Barkhane, de la force conjointe du G5 Sahel et de la MINUSMA. Quelques heures avant la nouvelle attaque de l'armée malienne, le président sénégalais Macky Sall a appelé à une meilleure coordination de la sécurité dans le Sahel. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. D'aucuns doutent de l'efficacité des armées nationales et des forces étrangères face à cette propagation du terrorisme. Lundi au Sénégal, le Premier ministre français Édouard Philippe a appelé à ne laisser aucune chance, aucune prise aux djihadistes du Sahel. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les administrations américaines ont changé de position au fil des décennies et que l'administration Trump fait la rupture avec l'approche de son prédécesseur. Jusqu'à présent, la politique des États-Unis reposait sur un avis juridique rendu par le département d'État en 1978, selon lequel l'établissement des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens était contraire au droit international. Aucun président américain n'a jamais revisé cette politique, mais tous ont évité de qualifier d'illégales les colonies juives, préférant les décrire comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens. Après avoir soigneusement étudié tous les aspects de ce débat juridique, notre gouvernement est d'accord avec le président Reagan. L'établissement de colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie n'est pas en soi incompatible avec le droit international. Par cette décision, Washington change non seulement sa politique, mais va à contre-courant des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la 2334 qui considère les colonies comme une violation du droit international humanitaire, mettant gravement en péril la solution à 2 États. L'Union européenne a aussitôt réagi en réitérant que toutes les colonies dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, sont illégales. La dure vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de solution judiciaire à ce conflit. Les débats sur qui a tort ou raison n'apporteront pas la paix. C'est un problème politique complexe que seules les négociations entre Israéliens et Palestiniens pourront résoudre. Les États-Unis restent profondément engagés à faciliter la paix et je ferai tout mon possible pour aider cette cause. À Hudson Yards, le nouveau quartier chic de New York, 48 femmes militaires, vétérans et épouses de soldats ont été pouponnées par des mains expertes. Au menu, manucure, coupe de cheveux, brushing, coloration, mais également maquillage professionnel pour la touche finale, que ce soit un sourire carmin ou des paupières dorées. Ces femmes des forces armées, qui vivent leur quotidien bien loin des paillettes, se sont prêtées au jeu, une distraction bienvenue qui leur permet de s'évader le temps d'une journée. C'est important parce que cette journée nous permet de faire une pause par rapport à nos vies de tous les jours. Mon quotidien consiste à m'occuper de mes 4 enfants, en plus d'un emploi à plein temps. Il est donc difficile de trouver du temps pour soi et de gérer tout cela, surtout si votre conjoint est déployé ou qu'il fait de longues journées.
Parfois, vous devez assumer la charge toute seule. Très souvent même, c'est comme si vous étiez mère célibataire. Un moment de répit au cours duquel ces dames sont chouchoutées, littéralement pomponnées. Aujourd'hui, j'ai opté pour le soin des cheveux et j'ai apprécié ce moment. La coiffure a pris du temps car mes cheveux sont plutôt longs, mais le coiffeur a fait un travail extraordinaire. J'adore le résultat. Pour rendre cette journée inoubliable, des professionnels bénévoles se donnent cœur et âme. L'ambiance est festive et on entend des rires au milieu du bruit des sèche-cheveux et des casques de mise en pli. Pour moi, c'est super de voir toutes les filles bavarder et se dire « Oh mon Dieu, tu t'es fait couper le cheveu » ou « Oh mon Dieu, tu as changé de couleur de cheveux ». C'est super qu'elles aient ce moment où elles peuvent interagir, profiter d'une journée de beauté et qu'on leur fasse sentir qu'elles sont spéciales. Nous adorons leur faire sentir qu'elles sont spéciales. C'est un véritable honneur. La journée se conclut sur un moment d'échange et d'inspiration. Un intervenant prend la parole pour en quelque sorte motiver les troupes. Cette année, Jas Booth, qui a servi 17 ans dans l'armée, est venue partager son histoire. Elle a survécu à un cancer et s'est retrouvée à la rue avec son fils, une histoire de détermination et de survie. Au-delà des soins de beauté, cette journée est donc avant tout l'occasion d'insuffler une nouvelle énergie à ces femmes de courage. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Et pour ouvrir cette seconde partie du journal, nous accueillons Eric Manirakiza, c'est pour la rubrique économique. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, merci d'être avec vous. Alors, le plan Compact with Africa pour attirer des investissements privés en Afrique, qu'en est-il? Initiative allemande pour mobiliser le G20 en faveur de l'Afrique. D'abord, identifier les besoins des pays africains pour créer un cadre propice aux affaires. Ensuite, mobiliser les financements internationaux en faveur des programmes de développement sur le continent. L'idée étant de créer des emplois et renflouer aussi les caisses publiques à travers des investissements pour apporter notamment une réponse aux questions de chômage et des migrations massives des jeunes Africains. Au cours du mois d'octobre, dans le cadre de ce programme Compact with Africa, le Togo a bénéficié d'un financement pour l'installation de 100 000 systèmes solaires domestiques hors réseau. Et en juin 2017, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Ghana étaient rentrés avec une enveloppe supplémentaire de 300 millions d'euros débloquée par l'Allemagne. Divers chefs d'État et de gouvernements africains ont pris part à cette conférence, comme vous allez le suivre. Les faits montrent que les agriculteurs qui produisent la matière première ne gagnent qu'un petit peu par rapport à la chaîne de valeur de la matière première. Nous prenons donc la décision consciente de sortir de cette situation dans laquelle nous ne sommes que des exportateurs et des producteurs de matières premières, et ce, pour renforcer la chaîne de valeur dans nos propres pays. Nous montrons à quel point l'Afrique est mue pour les affaires, pour les investissements et jusqu'où nous pouvons aller. Par exemple, le partenariat que nous avons eu, que le Rwanda a eu avec Volkswagen, avec Siemens, maintenant, et ça témoigne de la compétitivité des économies de notre continent, de nos différents pays. Voilà, cette conférence devrait annoncer, John, une série de mesures concrètes pour mettre sur pied le partenariat économique et endiguer l'afflux des migrants, l'une des priorités de la présidence allemande du G20. Et Eric, on va parler du salon aéronautique de Dubaï. Le Ghana a signé un protocole d'accord avec Boeing pour l'acquisition de 3 Boeing 787-9 Dreamliner. Tout à fait, John, un contrat de 877,5 millions de dollars au prix catalogue. Accra veut remettre sur pied sa nouvelle compagnie nationale en vue de lancer un réseau régional et éventuellement desservir des destinations internationales à l'avenir. Et selon le ministre de l'Aviation, le Dreamliner 787 jouit d'une excellente réputation pour ses performances opérationnelles, son efficacité énergétique et l'expérience de ses passagers. Pour lui, il s'agit d'un bon partenaire pour le nouveau transporteur qui donne machine est efficace et flexible. Et depuis la disparition de Ghana Airways en 2004 et de Ghana International Airlines en 2010, le Ghana ne possède plus de transporteur national.
le gouvernement a mandaté un cabinet britannique pour lancer une future compagnie aérienne, John. Et en effet, on ne va pas s'arrêter par là. Le président Muhammadu Buhari dit avoir combattre la contrebande et protéger l'agriculture locale. Cependant, il a provoqué la colère de ses voisins de la CEDEAO, alors que le riz, produit très prisé au Nigeria, se vend maintenant à des prix exorbitants. Suivant ce récit d'Azuma Compaoré sur un reportage de Timothy Obiezo. Comme beaucoup de négociants en riz nigérians, Emeka Ugwuoke importe du Bénin voisin par voie terrestre, souvent par des circuits informels. Mais depuis que le gouvernement nigérian a arrêté le commerce frontalier en août pour lutter contre la contrebande, ses commandes sont bloquées au Bénin et les prix du riz ont grimpé. Depuis que je suis dans le secteur du riz, cette année est la pire, car la fermeture de la frontière a affecté de nombreux produits. Le prix d'un sac de riz a augmenté de près de 70%. Les voisins du Nigeria se plaignent de ce que la suspension du commerce frontalier terrestre va à l'encontre de l'esprit de l'accord signé à Abuja avec la zone de libre-échange continentale et africaine en juillet. Les résultats sont très positifs. Sur le plan de la sécurité, les activités sont considérablement améliorées. Les activités économiques ont ensuite été stimulées et les agriculteurs ont souri à la banque. La clientèle provient désormais de l'intérieur. Les riziculteurs comme Reston Tedeke ont en effet bénéficié de la fermeture de la frontière. Disons-le franchement, le gouvernement fédéral devrait fermer les frontières. Si vous ne trouvez pas de riz étranger à acheter, qu'allez-vous faire? Vous allez regarder à l'intérieur du pays. Les économistes préviennent que la limitation des échanges commerciaux ne devrait pas être permanente. Et nous devons promouvoir le commerce, nous devons libéraliser le commerce, mais cela doit être fait de manière à promouvoir l'emploi et la croissance inclusive dans nos économies. Mais ne minons pas et ne détruisons pas les relations commerciales. Bien que le Nigeria envisage de rouvrir son commerce frontalier d'ici à janvier, si ses voisins mettent fin à la contrebande, certains législateurs demandent une prolongation de 2 ans. Pendant sa campagne, l'an dernier, le président Ange Rajouel s'est engagé à atténuer les problèmes chroniques de la capitale malgache. La surpopulation a engendré des embouteillages monstrueux, des amoncellements d'ordures et l'inondation régulière des bidonvilles. La pollution de l'air est également très élevée. Mais les problèmes d'Antananarive suscitent peu de sympathie dans le village d'Ambotriman, qui se trouve à environ 12 km de la capitale. Nous allons mettre en œuvre des mesures de soutien pour assurer la reconversion des agriculteurs ou pour délocaliser leurs activités vers d'autres endroits. Et si vous avez une rizière d'1 hectare, en échange, je vous donnerai 5 hectares à Bévoué. Mais l'offre du gouvernement de relocaliser les agriculteurs à 700 km de là, dans la ville de Bévoué, pimentée par la promesse d'un échange de 5 parcelles contre une, n'a que peu de succès. Nous n'échangerons pas nos terres contre de l'argent et nous n'accepterons pas de déménager parce que la rizière a pu soutenir nos ancêtres. La vente des briques aide à financer nos besoins quotidiens et quand la récolte de riz sera terminée et que je ne gagnerai pas assez avec mes briques, je pourrai vendre ma récolte. Plutôt que de reculer, les agriculteurs disent qu'ils envisagent de porter plainte contre le projet présidentiel. La bataille des rizières ne fait que commencer. Bonsoir à tous. Direction donc la Tunisie. L'étoile du Sahel recrute Carlos Garrido. L'Espagnol, ancien coach de Villarreal et du Betis Séville, a été nommé entraîneur du club de Sousse. En pleine phase de groupe de la Ligue des Champions, l'étoile sportive du Sahel, éliminée de la Coupe arabe des clubs, avait initialement annoncé le mois dernier le recrutement du Français Albert Cartier en remplacement du technicien tunisien Fawzi Benzarti. Finalement, c'est Juan Carlos Garrido qui a signé avec l'étoile du Sahel après avoir entraîné le Raja Casablanca jusqu'en janvier 2019, puis rejoint le Al Ain FC d'Abu Dhabi. L'étoile du Sahel est actuellement 7e du championnat tunisien et doit rencontrer le 29 novembre le club égyptien d'Al Ahly en Ligue des Champions. En Europe, Luis Enrique redevient sélectionneur de l'Espagne. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui avait quitté son poste en juin en raison de la maladie d'une de ses filles,
revient donc, disons, sur le banc espagnol en remplacement de son ancien adjoint Roberto Moreno. Luis Enrique reprend donc les commandes après plusieurs mois passés en famille auprès de sa fille Zana, décédée fin août à 9 ans. Il conduira donc l'Espagne à l'Euro 2020, compétition pour laquelle Moreno a assuré la qualification. Avec ce retour de Enrique, c'est déjà le 5e mandat pour 4 sélectionneurs en Espagne depuis le départ à l'été 2016 de Vicente Del Bosque, sacré champion du monde en 2010. Et pour finir ici, en MLS, Thierry Henry plaide la patience à Montréal. L'ancien attaquant international français, nommé la semaine dernière entraîneur de l'Impact Montréal, estime que le club est à reconstruire après avoir raté les playoffs lors des 3 saisons. Suivez. Il s'agit de se battre tout le temps. Ce n'est pas seulement mon histoire, mais c'est l'histoire de tout le monde dans la vie. Tu vas tomber, comme je l'ai déjà dit, mais tu dois te relever et apprendre de tes erreurs, apprendre ce qui s'est passé. Alors ne pas revenir est la seule erreur que vous pouvez commettre. Je n'ai pas peur d'être ici et d'essayer d'inculquer une philosophie, une identité au club. Au bout du compte, les fans veulent voir les gens se soucier de l'endroit où ils sont. Prendre soin du club pour lequel ils jouent, et c'est ce que je vais essayer de mettre en place. Bonne chance donc, Titi, et à vous, on se dit à demain. Desmond Utomwen, réalisateur à Nollywood, ambitionne de remporter un jour un Oscar en produisant un film en langue Yoruba, Hausa, ou dans une des langues parlées au Nigeria. En fait, c'est un film Hausa, ce n'est pas en anglais. J'en ai tourné quelques-uns en anglais, mais c'est mon premier film en Hausa. La plupart des cinéastes nigérians tournent des films en langue anglaise pour toucher un public plus large, mais également à l'intérieur du Nigeria, ancienne colonie britannique où l'anglais est la langue officielle. Au Nigeria, si je fais un film exclusivement en langue locale, je fais de mon film un film régional. Il ne suscitera pas l'intérêt et l'attrait dont il a besoin dans les autres régions du pays. Mais la tendance est peut-être en train de s'inverser lentement. L'Académie des Oscars aux États-Unis a annulé la première participation nigériane dans la catégorie des longs métrages étrangers. Seulement 11 minutes du film de Geneviève Nadji, intitulé Cœur de Lion, premier film de Nollywood produit par Netflix, ont été en langue Igbo. Seulement 11 minutes et tout le reste est joué en anglais. Pour se qualifier aux Oscars du meilleur film étranger, au moins 50% du dialogue de ce film doit être dans une langue autre que l'anglais. Ce rejet de l'Académie basé à Hollywood a été vivement critiqué au Nigeria. Si vous regardez la situation d'ensemble, on peut dire que c'est une victoire parce que nous avons fait une soumission pour la première fois. Ce que cela fait, c'est qu'elle repositionne les cœurs et les esprits sur la manière dont nous allons raconter nos histoires et aller de l'avant. Le comité de sélection du Nigeria estime que ce rejet devrait motiver les cinéastes à faire plus de films dans les quelques 500 langues locales. Fin de ce journal, à demain.